Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de la série J'ai rendez-vous avec, qui est une coproduction entre Nao Coworking et PNTV. Si vous nous suivez régulièrement, vous en avez l'habitude, le thème de ces rendez-vous, c'est le rebond après l'échec. Et notre invité du mois de juillet, c'est Nicolas Denis, le directeur général de la Caisse régionale de Crédit Agricole de Normandie-Seine. Merci au public nombreux. Allez, on s'en refait une petite. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est donc un rendez-vous effectivement qui est enregistré, mais qui est aussi en public. Et ça, c'est agréable. Ça nous sort un peu du plateau. Bonjour Nicolas Denis. Bonjour Sylvain. Alors on se voit régulièrement en ce moment parce que vous avez participé à un autre format de PNTV qui s'appelle Business Class. C'est une rencontre à bâton rompu et de manière très décontractée avec des étudiants. J'engage d'ailleurs ceux qui nous regardent à aller voir sur pntv.fr. On retrouve ce format Business Class où vous discutez avec des étudiants vraiment sans tabou. Hein. C'est sympa comme tout. Bah oui, et puis c'est vous qui m'avez proposé, donc j'en suis ravi. Alors là, ce qu'on vous propose, c'est quelque chose d'un peu bizarre quand même. Je le dis souvent d'ailleurs face à nos invités. Cette thématique, alors néanmoins très intéressante, du rebond après l'échec, c'est pas une drôle d'idée de venir vous faire parler de l'échec et du rebond après l'échec plutôt que du succès, ce qui est en général le thème principal des questionnements quand on a face à nous des acteurs économiques. Moi, je trouve que c'est une excellente idée parce que justement, dans notre monde qui est quand même très judéo-chrétien, on a appris que c'était pas bien d'échouer quand on était jeune, alors qu'on le sait, et c'est très vrai aujourd'hui dans le monde entrepreneurial, que c'est l'échec qui fait grandir. Et que c'est justement parce qu'on ne réussit pas qu'on arrive à prendre du recul, qu'on rebondit, et qu'on rebondit en général plus haut, plus fort. Alors c'est très bien que vous nous encouragiez dans cette démarche parce que juste avant de démarrer notre format, j'avais les confidences d'une personne du public qui me disait « Ah, je viens parce que qu'est-ce que c'est intéressant qu'enfin on ose et on soit capable de parler d'échecs. » Mais moi j'ai quand même une question par rapport à la banque. Cet univers bancaire qui est en forte tension concurrentielle et puis cette culture aussi des années 80-90, des traders, on se souvient, qui gagnaient beaucoup d'argent puis quelquefois qui en faisaient perdre un peu à certains. Est-ce qu'on n'est pas, dans votre métier, dans une grosse culture de la gagne où l'échec serait un peu tabou ? Alors, dans cette banque-là que vous décrivez probablement, dans la banque qu'on pratique quand on est Crédit Agricole Normandie-Seine et globalement quand on est le groupe de Crédit Agricole, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'accompagner le territoire. Et par définition, le territoire est fourmi d'entreprises qui ont des succès, qui ont des échecs et qu'il faut accompagner tout le long de la vie. Et c'est ça notre objectif. Et on apprend beaucoup, justement, quand on accompagne des entreprises, à la fois dans les bons et les moins bons moments. Moi, ce qui me frappe quand je rencontre des clients, c'est qu'ils me disent tous, si vous n'aviez pas été là quand on a eu, à un moment donné, un problème ou une passe difficile, nous ne serions plus, justement, aujourd'hui avec vous. Et donc, de cela, on vous remercie. Et à ce moment-là, on est plutôt fiers d'avoir bien fait son métier. D'ailleurs, c'est un claim récurrent et historique du Crédit Agricole. Hein. Je me souviens, il y a déjà longtemps, il y a bien des années, on disait au Crédit Agricole, on est là pour vous accompagner dans les bons et dans les mauvais moments. Ça veut dire donc, oui, vous le dites, en tout cas au niveau local, on avait intégré cette culture des mauvais moments qu'on peut avoir à gérer. Oui, je peux vous donner un exemple de mauvais moment récent. Hein. On a connu au centre de la ville de Rouen quand même des manifestations dites des ronds-points ou dites des gilets jaunes. Ça a été très difficile pour les commerçants. Pour les banques aussi. Et aussi pour les banques. Et on est commerçants. Ça a été aussi dur pour nous. Et on a tout de suite mobilisé toutes les équipes pour accompagner en amont, justement, les commerçants, pour leur proposer les solutions, pour les suivre, les revoir régulièrement, leur remonter le moral, faire en sorte qu'ils se rencontrent. Et là encore, à la CCI, quand il y avait des rendez-vous, le Crédit Agricole était plutôt cité en exemple. D'accord. Vous êtes installé en centre-ville, on le sait. Qu'est-ce que ça a laissé comme trace difficile à surpasser ce grand nombre de semaines de manifestations en centre-ville ? Alors la trace pour aujourd'hui, les commerçants, l'armada est passée, et donc mais vous-même là, l'optimisme est revenu. Pour nous, ça a été un moment très difficile pour les équipes. Et donc la trace, elle est plutôt au début psychologique, en disant mais qu'est-ce qu'on a fait, nous, en tant que banquiers, en tant que collaborateurs, pour avoir finalement ce type de comportement, être agressé assez fortement. Et puis, après 6 mois, la cohésion de l'équipe s'est renforcée. C'est-à-dire qu'on voit, en particulier dans l'agence de Jeanne d'Arc, une équipe qui est encore plus forte collectivement, qui travaille encore mieux collectivement. Et donc on est bien dans un rebond après un moment difficile. Alors, on en vient à vous en particulier. Est-ce que la nature vous a conçu, vous a fabriqué
plutôt optimiste et prêt à affronter tous les défis, ou plutôt j'observe, je m'interroge, des fois j'y vais, des fois j'y vais pas. Vous étiez fabriqué comment à la base? Pardonnez l'expression. Mais... Non, mais j'étais plutôt fabriqué optimiste et plutôt entrepreneur, et plutôt le goût du changement et le goût de la nouveauté. Et je pense que pour un dirigeant, c'est absolument essentiel d'être optimiste, parce que pour le coup, le monde n'est pas toujours facile, et il faut, comme on me disait quand j'étais plus jeune, internaliser l'angoisse, externaliser le plaisir, donc être vraiment optimiste. Et ça, c'est pas toujours forcément bien compris par les équipes, que l'on soit d'ailleurs dirigeant, salarié, n'ayant pas un euro au capital, ou qu'on soit l'entrepreneur qui a mis quelquefois sa maigre fortune. Le fait de dire à tous ceux qui nous entourent dans l'entreprise, nous sommes, nous les dirigeants, obligatoirement optimistes. C'est pas toujours bien compris, ça. Parce que comme s'il fallait que le dirigeant, parfois, se montre peut-être un peu plus concerné, comme si le fait d'être moins optimiste donnait l'impression qu'on était plus concerné. Oui, et aussi probablement par le substrat de culture française que j'évoquais au préalable, où c'est pas forcément dans le bruit ambiant d'être optimiste, et en particulier en France, on a quand même assez curieusement, on est une des nations les plus pessimistes, et on voit quand même toujours le mauvais côté du verre. Donc, d'où l'importance, quand on veut embarquer les équipes, de voir le bon côté du verre et de voir systématiquement le bon côté du verre. Alors donc, fabriqué plutôt optimiste, mais ce parcours qui vous a conduit aujourd'hui jusqu'à votre poste de directeur général de cette grande banque régionale, de ce grand employeur, un des premiers employeurs d'ailleurs régionaux, sans doute avec le CHU. Je confirme, 1800 collaborateurs, très certainement. Vous avez eu forcément des moments dans votre carrière, dans vos différents emplois, vos différentes responsabilités, où il y a eu des doutes, peut-être pas forcément des accros, ou peut-être pas forcément des échecs, mais racontez-nous, peut-être donnez-nous un exemple. Alors, un exemple immédiatement, voilà, j'en vois pas forcément à chaud, mais il y a eu, oui, bien sûr, des moments de doute, des moments où ça se passe moins bien. Pardonnez-moi, ou peut-être des moments où vous étiez face à une nouvelle responsabilité et où vous disiez est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être digne de cette confiance qu'on me fait? Là, toujours. Et puis, j'ai eu à la fois le plaisir et l'opportunité de changer régulièrement. Donc, et le changement appelle le changement. Et ce qui est important dans ce cas-là, c'est de préparer. Enfin, c'est vraiment la phase de préparation absolument essentielle. C'est un peu comme un sportif qui prépare une compétition. Rentrer dans une nouvelle fonction, c'est beaucoup de préparation méticuleuse de ce que l'on veut faire, de ce que l'on comprend de l'entreprise, des rencontres que l'on fait, et le temps qu'il faut pour intégrer la culture avant tout de suite d'agir. Et il faut vraiment savoir bien gérer son temps, bien gérer sa préparation, se donner le temps de la découverte. Et puis après, effectivement, délivrer son message, ses responsabilités, choisir ses équipes, enfin, tout ce qui fait, bien sûr, la prise de fonction. Vous êtes dans un système bancaire qui communique largement par lui-même, malgré vous d'ailleurs, et de manière assez historique. Cette image des banquiers, parce qu'ici on reçoit des entrepreneurs, des dirigeants qui sont quelquefois dans des secteurs où l'image est naturellement bonne, où ça suppose une communication naturelle et positive, et c'est bien reçu par les consommateurs. C'est un peu plus compliqué pour les banques, on le sait. Est-ce que cette difficulté d'image, est-ce qu'on s'en sort? Est-ce qu'on est toujours confronté? Est-ce qu'on considère aussi peut-être que c'est un échec qu'on n'a pas su faire pour développer l'image de manière plus positive, alors même que vous faites partie des banques qui dépensent le plus grand nombre de budget le plus important en communication? Alors, est-ce qu'on s'en sort par rapport à il y a 10 ans? Oui. C'est-à-dire que il y a 10 ans, ça a été terrible, effectivement, et on a vécu une défiance forte. On a été remporté par la vague de la crise. 2008. On a été évidemment emporté par l'image que transposaient les banques américaines, qui sont à l'origine, et le système financier américain à l'origine de la crise. Et on a subi aussi politiquement l'image que nous donnaient les politiques, qui était évidemment une image outrancière par rapport à ce que nous sommes quand on est une banque de proximité. Depuis 10 ans, année après année, on remonte. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'image de la banque, c'est d'abord l'image du banquier de terrain. Et donc ça, c'est forcément une histoire d'hommes et femmes, et que, bien entendu, ça dépend du banquier qui est en responsabilité. Et c'est ce qu'on cherche à développer, c'est-à-dire de faire en sorte que la banque soit d'abord une banque humaine, en responsabilité, à chaleur ajoutée, en écoute. Et c'est ce qui différencie d'ailleurs le modèle du Crédit Agricole par rapport à d'autres modèles. Après, est-ce qu'on pourrait faire mieux ou est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Sans aucun doute. Et on a besoin
de travailler l'attractivité de la marque employeur banque. Et c'est aussi comme ça qu'on travaille son image, parce qu'au quotidien, on a un taux de satisfaction client très bon et plutôt meilleur que les autres. En revanche, quand on regarde notre marque employeur, elle est plutôt en retrait. Alors justement, à propos de la marque employeur, vous étiez, je le rappelais en intro, vous étiez il n'y a pas longtemps face à des étudiants devant nos caméras. Est-ce qu'aujourd'hui, la banque attire naturellement les jeunes? Ou est-ce qu'il faut aller les chercher? Non, je pense que comme tous les métiers, la banque n'attire plus naturellement les jeunes, mais c'est vrai dans beaucoup de métiers. C'est-à-dire la guerre des talents est lancée, sans aucun doute. Donc il faut aller chercher, il faut se rendre attractif par le sens. Et en l'occurrence, quand on est à Crédit Agricole, on a justement l'opportunité de montrer le sens de notre projet, agir chaque jour dans l'intérêt des clients et de la société, le sens du projet sociétal que l'on défend quand on est une banque du territoire, quand on est une banque mutualiste coopérative. Et puis ensuite, il faut montrer la diversité des métiers. C'est-à-dire qu'on est à la fois, évidemment, un métier relationnel, mais on est un métier de plus en plus technologique. Et la technologie, on sait qu'elle attire les jeunes. Et ce point-là, on peut le mettre de plus en plus en valeur. On recrute des data scientists, on recrute des informaticiens de haut vol, on recrute des botmasters, on recrute des social media managers, enfin, tous les nouveaux métiers d'aujourd'hui et de demain. Face à ce marché bancaire d'aujourd'hui, face à l'avenir, face à la concurrence, elle est quand même rude dans votre métier, face à ceux qui sont 100% numériques, vous revendiquez du numérique, mais vous êtes quand même la première banque à réseau, je pense, encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait peur quand on réfléchit à la suite de ce métier de banquier? Quand je dis ce qui vous fait peur, c'est aussi ce qui vous anime en réflexion stratégique? Menaces, opportunités, faiblesses, forces? Les menaces, c'est bien entendu la myriade de concurrents, quels qu'ils soient, partout sur tous nos métiers. Et on en a tous les jours des nouveaux. Donc c'est évident qu'aujourd'hui, ces métiers les barrières à l'entrée sont plus faibles dans la relation client. Et la menace principale, c'est de perdre en partie la relation client. Et donc, toujours dans l'idée échec-rebond, ce qui nous anime et l'opportunité, c'est justement de travailler la relation client et de faire en sorte qu'on reste indispensable dans la relation avec le client, dans la chaleur ajoutée qu'on apporte, dans la compétence qu'on apporte. Et notre projet, c'est un projet d'humain responsable. C'est de faire en sorte que le banquier de terrain soit le banquier responsable de la relation client, qui travaille en équipe, qui apporte des compétences. Le digital est une commodité, on sera tous digitalisés, sans aucun doute. Mais ce n'est pas ça qui fera la différence demain. C'est le paradoxe. Oui, alors pour autant, vous vous numérisez, et c'est normal, et on le sait, et on ne peut pas faire autrement. Et c'est source aussi de nouvelles opportunités, d'une organisation plus favorable, y compris pour le client. Mais je me souviens quand même, il y a un peu plus de 20 ans, 20-25 ans, dans votre réseau, vous aviez pas loin de 80 caisses régionales. Aujourd'hui, vous devez en avoir quoi, une trentaine? 39. 39. Et puis depuis, vous avez fermé aussi beaucoup d'agences. Il y a quand même eu ce mouvement-là de réduction finalement d'une surface de contact avec l'humain. Alors on a effectivement, on est passé de 94 à 39 caisses régionales. Donc là, c'était la logique effectivement de la taille optimale par rapport à notre modèle. Alors là, on parle de l'organisation du groupe. groupe l'organisation de l'ensemble du groupe des caisses régionales au niveau national. En revanche, des agences, on a très peu fermé, contrairement à d'autres. On a optimisé de ci, de là le dispositif. Et aujourd'hui, on en fait un atout. C'est-à-dire qu'on veut des agences, lieux de vie, lieux de lien, qui sont d'abord des lieux de vie des collaborateurs. C'est-à-dire que dans le modèle, pour avoir un humain responsable qui connaît son territoire, la logique, c'est qu'il vive sur ce territoire. Et donc, il vit proche de son agence. Et puis, c'est au demeurant plus agréable à titre personnel. Donc lieu de vie des collaborateurs et lieu de lien avec le territoire, lieu de lien avec la commune, lieu de lien avec les entreprises du territoire. Et c'est pour ça qu'on ouvre nos agences. On a par exemple, puisqu'on est à Nao Coworking, créé le local by Crédit Agricole, donc un dispositif de coworking en milieu rural ou semi-rural pour pouvoir permettre à des auto-entrepreneurs de venir dans l'agence la plus proche travailler de 6h à 22h avec un système totalement sécurisé, de la Wi-Fi, etc. Quand on vous écoute, c'est assez fréquent que vous utilisiez le mot humain, c'est assez fréquent que vous parliez des hommes et des femmes qui travaillent avec vous. Ça paraît peut-être naturel, mais tous les dirigeants ne le font pas nécessairement. Ça nous ramène à l'organisation dans son quotidien, ça nous ramène aussi au job de directeur général, l'animateur d'équipe.
dans votre quotidien, d'une manière simple et honnête, pour nous dire sur quoi vous butez, qu'est-ce qui vous pose problème, qu'est-ce que vous devez affronter. Alors peut-être la même chose que bien des dirigeants, ou peut-être des choses propres à votre secteur, je ne sais pas. Alors d'abord, dans le quotidien d'un dirigeant, il y a l'impatience. Donc ce que j'affronte au quotidien, c'est l'impatience, par définition. Et vous êtes patient naturellement ? Moi, je ne suis pas patient naturellement, Ouais, je suis impatient naturellement. J'en avais bien l'impression. donc l'impatience, c'est plus la lutte interne du quotidien. Donc on ronge son frein. Voilà, pour donner du temps et laisser le temps au temps et évidemment laisser suffisamment de temps à l'ensemble des équipes. Donc ça, c'est plus à titre personnel. Après, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui pour un dirigeant ? C'est effectivement de pouvoir faire travailler encore plus ensemble les équipes. C'est l'intelligence collective, c'est la façon de travailler de façon plus agile, plus collaborative. On a encore plus besoin aujourd'hui qu'hier de multiplier les regards sur un même sujet, de faire adhérer vite, de casser les silos, de faire travailler en transversal. Et donc ça, c'est vraiment ce qui m'anime et avec l'ensemble de l'équipe de direction. Ça veut dire que ce changement qu'on impose de plus en plus à nos collaborateurs, parce que le monde change de plus en plus vite, est-ce que ça vous confronte à la résistance naturelle au changement des êtres humains ? Sans aucun doute. Donc la résistance naturelle, elle est partout et elle est humaine. Elle est probablement plus forte dans l'esprit français, effectivement, que dans d'autres cultures. Et pour la briser, il faut travailler justement en amont. C'est le principe de co-construction qui n'est pas nouveau, ça fait des dizaines d'années qu'on en parle, mais la mise en œuvre de la co-construction pour préparer les changements, pour faire adhérer, est essentielle. Et dans toutes nos grandes transformations, les transformations qui réussissent, on reprend la thématique de l'entretien, c'est celles qui ont été préparées en amont avec les collaborateurs, auxquels ils ont participé. Ils ont émis des idées, ils ont purgé leurs freins, leurs craintes, on les a écoutés, on leur a donné du sens, et du coup, ça va plus vite derrière. Dans la salle, face à nous, il y a une représentativité des âges. Ça va au premier rang d'une vingtaine d'années, si je ne m'abuse, jusqu'à un peu plus. Allez, on va dire, dans les rangs qui suivent. Aujourd'hui, d'après vous, quels sont les plus faciles à manager ? On sait à quel point ceux de la génération Y et génération Z présentent beaucoup d'intérêt pour des employeurs, mais aussi quelques difficultés, et en comparaison avec ceux qui sont peut-être aussi les seniors d'aujourd'hui. Alors, essayez peut-être de nous faire une synthèse de tout cela. À votre avis, avec votre poste d'observation. Alors, d'expérience, quand on regarde... Alors, ce qui est important dans des sujets de management et de ressources humaines, ça peut paraître paradoxal, c'est aussi d'avoir matière à avoir des éléments quantitatifs, des enquêtes internes, et ce que nous avons régulièrement et tous les ans, on a une enquête sur la qualité de vie au travail et l'indice d'engagement et de recommandation des collaborateurs. Donc ça nous donne une idée très claire, elles sont évidemment anonymes, et donc ça évite les a priori, parce qu'on pourrait répondre avec des a priori à cette question tout à fait. Et donc l'expérience de ces enquêtes montre que les premières années sont les années de lune de miel, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir un management et vraiment un retour des collaborateurs qui sont arrivés les plus récemment dans l'entreprise. Alors, il se trouve qu'à Normandie-Seine, ce sont plutôt des jeunes. Donc ces 5 premières années, ça se passe très très bien. Et puis, effectivement, il y a des périodes où il peut y avoir des périodes de plus grand doute, au bout de 5 ans, 5-10 ans. Et c'est ces périodes-là qu'il faut arriver à mieux manager et à mieux gérer, avec du sens, avec des méthodes projet, pour donner de l'envie, du sens aux collaborateurs. Et puis on a, et c'est la chance que l'on a pour le coup à Normandie-Seine, des seniors qui ont passé 35-40 ans dans l'entreprise, qui portent l'entreprise très très fort et en eux, et qui sont très très investis. Et donc ça peut être aussi des leviers pour ces périodes de creux que l'on peut constater. Le groupe Crédit Agricole, c'est, on l'a dit, 39 caisses régionales au plan national. C'est au plan national une structure qui s'appelait avant la Caisse nationale, qui s'appelle maintenant CASA, Crédit Agricole EXA. Alors c'est très bizarre parce que c'est une structure inversée. C'est-à-dire que d'habitude, c'est la maison mère qui détient le capital des filiales. Au Crédit Agricole, moi j'ai toujours dit, c'est très asiatique finalement comme fonctionnement. On est à l'envers, c'est-à-dire ce sont les caisses régionales qui détiennent le capital de la maison mère. Mais pour autant, il y a quand même un certain nombre de décisions stratégiques qui sont prises en haut. Il y a quand même des consignes descendantes vers les dirigeants régionaux que vous êtes, vous et vos 38 autres collègues. Alors, quand les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez, même si je sais qu'il y a des instances qui se passent là-bas, rue de la Boétie et ailleurs, comment vous réagissez face à une décision que vous êtes obligé d'appliquer, vous, au plan régional, et puis qui ne fait pas forcément votre tasse de thé ?
Alors j'ai complété votre lecture de la culture du groupe parce que pour le coup, on réagit bien parce qu'en fait on prend les décisions. C'est-à-dire que les caisses régionales, effectivement, possèdent Crédit Agricole SA, et surtout entre dirigeants du groupe, caisse régionale, mais aussi les principaux dirigeants de Crédit Agricole. Et ça, on se voit tous les mois et on travaille ensemble. Et je reviens au sujet de la co-construction. Enfin, le groupe Crédit Agricole est nativement construit comme ça. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, donc la réaction, on l'a avant la décision. On débat beaucoup, on se frotte quand on n'est pas d'accord, on s'exprime beaucoup. Après, la décision est consensuelle, elle est prise, et par force, par culture, une fois qu'elle est prise, on l'applique, au sens où on l'a partagée. Et on l'a forcément partagée. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, bien sûr. Ne faisons pas de langue de bois non plus. Non, mais on n'est pas toujours d'accord. Mais comme on a pu partager, qu'on a pu s'exprimer, et qu'on a décidé collectivement que c'était ce sens-là qu'on portait, après, la mise en œuvre se fait du coup d'autant mieux. Et c'est pour ça que le groupe met du temps souvent, plus que d'autres, à maturer des décisions, mais plus rapide, plus que d'autres, dans une exécution collective. Alors si je devais oser un signe astrologique, je dirais que le Crédit Agricole est taureau. C'est-à-dire que le taureau n'est pas forcément le signe qui fonce, hein, c'est le signe qui étudie la nature du terrain, et ensuite il pose un pied, et quand il le pose, ça tient bien. C'est un peu ça, en fait, on est très opiniâtre dans le groupe Crédit Agricole en termes de culture. Et à côté, voilà, et c'est aussi de cette opiniâtreté, et on a connu des moments difficiles, hein, et on s'est forgé aussi, et on a rebondi de ces moments. On passe aux clients. Les clients, on a des fois entendu dire une entreprise sans clients, ça serait formidable, mais pas pour le chiffre d'affaires et encore moins pour la marge. Mais en tout cas, les clients, quand ça va bien, c'est formidable. Et puis, c'est pas toujours facile, hein, dans certains métiers comme dans le vôtre. Qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui quand on est un banquier dans la relation client ? Alors, ce qui est difficile, c'est de s'adapter au rythme du client. Parce que nos rythmes d'entreprise, nos process, notre façon de travailler n'est pas le même que celui du client. De plus en plus, le client, quel qu'il soit, c'est de l'instantanéité, c'est de l'immédiateté. Et donc, c'est ça, les tempos ne sont pas les mêmes. Et du coup, ça nous réinterroge quasiment au quotidien sur notre capacité à s'adapter à ce rythme du client. Après, gérer des réclamations, gérer des clients mécontents, mieux on les gère, mieux c'est. C'est-à-dire que ça nous apprend énormément. On gère des irritants, on traite des irritants, et ça fait partie du travail. Très concrètement, le client, il reproche quoi en général au banquier, que ce soit le Crédit Agricole ou un autre d'ailleurs ? Il reproche assez naturellement qu'on ne le comprend pas, c'est-à-dire qu'on a mal étudié son besoin déjà, donc c'est pour ça qu'il faut renforcer cette capacité relationnelle, cette compétence relationnelle d'empathie, de compréhension. Il reproche beaucoup les délais, et on revient au tempo, donc on a besoin de raccourcir nos délais. Il reproche le côté, finalement, votre conseiller, le premier niveau, n'a pas toutes les cartes en main. Il faut qu'il remonte à ou qu'il demande à. Voilà. Et donc cette notion d'humain responsable en délégation pleine et entière au plus proche du client est essentielle. Je le disais tout à l'heure, vous êtes la banque ou le réseau bancaire qui dépense les budgets les plus importants en communication. Je me souviens avoir entendu ce genre de propos des clients qui vous disent plutôt que de dépenser l'argent dans telle ou telle opération de com, vous feriez mieux de nous accorder un demi-point en moins sur les emprunts. Il y a toujours ce genre de choses ? Ou est-ce que finalement le fait que la banque et le Crédit Agricole communiquent en particulier, ça y est, ça passe un peu dans les mœurs et ça se comprend ? On a moins ce type de remarques. Je pense qu'on l'a probablement eu plus, surtout dans des moments de crise et de crise forte. Après, la communication est un art très difficile, et bien entendu, vous êtes un homme de communication, vous le savez. Ce qui est très important aujourd'hui et absolument essentiel, c'est la communication par la preuve. C'est énoncer quelque chose dans un monde qui est quand même plutôt dans la défiance, ou en tout cas la confiance est difficile à acquérir. Il faut travailler par la preuve positive, la réalité des faits, et c'est ça qui nous fait gagner. Vous êtes 100% numérique, mais vous restez, et vous le revendiquez, 100% humain. Mais le 100% numérique, bien sûr, ça ne fait pas sans les réseaux sociaux. Vous êtes maintenant confronté à une relation encore plus en direct avec les clients qu'auparavant, comme tout le monde. Ça se passe comment ? Alors d'abord, c'est une nécessité absolue, vous le dites, c'est-à-dire qu'on n'était pas forcément très très présent sur les réseaux sociaux. On a accéléré à la fois collectivement au niveau du groupe et au niveau de Crédit Agricole Normandie Seine. Donc on est maintenant présent, on pourrait l'être encore plus, mais on est présent.
Alors ça se passe comment? Vous avez du bad buzz? Voilà, on a forcément un peu de bad buzz. Si on est présent sur les réseaux sociaux, par définition, forcément, ce sont souvent les clients mécontents qui réagissent en premier. Et donc ça se gère à chaud. Ça veut dire des compétences pour gérer le bad buzz, pour faire une première réponse et ensuite inciter le client à contacter en privé pour bien comprendre pourquoi il fait du bad buzz. On n'a pas eu des phénomènes de quantité de bad buzz, plutôt unitairement des clients mécontents qui s'expriment. Ça vous fait peur potentiellement ou pas plus que ça? Non, ça ne nous fait pas peur parce que l'intérêt de le gérer à chaud et de montrer qu'on le gère, c'est que c'est aussi la transparence. C'est-à-dire qu'on n'a pas, voilà, comme toutes les marques, comme toutes les entreprises, il se peut qu'il y ait des clients mécontents et il y en aura toujours. Et ce qui est important, c'est surtout de les écouter. Et donc on montre qu'on les écoute. Mais ça modifie très fortement la façon de travailler parce que ça veut dire qu'il faut le traiter à chaud tout de suite. Et vous, à titre personnel, alors peut-être pas vous, Nicolas Denis, mais vous, le directeur général du Crédit Agricole, êtes-vous confronté à certaines difficultés via Internet, les réseaux sociaux? Alors, de temps en temps, il peut y avoir une interpellation un peu plus personnelle, et donc dans ce cas-là, effectivement, je la gère, et surtout, je me fais accompagner des équipes en charge et spécialistes de l'entreprise, mais pour l'instant, jamais de façon massive. Mais ce qui est très important, en revanche, c'est les sollicitations en direct que je reçois via les messageries liées aux réseaux sociaux, de pouvoir les traiter, de pouvoir montrer qu'on les regarde, qu'on répond, qu'on fait passer les CV, parce qu'il y a beaucoup de recrutement, par exemple, sur les réseaux sociaux, et de plus en plus. Donc c'est de montrer qu'on se met à ce rythme-là. Et donc c'est du temps, évidemment, de dirigeants consacré à ce sujet. Vous le disiez tout à l'heure, une banque régionale qui est en ligne directe, en relation directe constante avec son territoire, qui en vit les bons moments et puis qui en vit aussi les mauvais moments. Les bons ou les mauvais moments, ça peut être aussi l'argent qu'on dépense dans des événements. Vous l'avez fait pour l'Armada, on a vu vos vitrines d'ailleurs joliment habillées de la mascotte Fernand de Rohan et de l'identité visuelle de l'Armada. Quand un événement dans lequel vous dépensez beaucoup, puisqu'il y a une tradition quand même de communication dans l'événementiel au Crédit Agricole, et que le bilan n'est pas bon, que le résultat n'est pas conforme à l'objectif. Comment ça se passe en interne? Comment on y retrouve ses petits? Comment on débriefe? Alors d'abord, parce que ça peut arriver. Oui, ça arrive forcément à un moment donné. L'objectif, c'est de séparer l'affectif du rationnel. C'est-à-dire qu'effectivement, celui qui a tenu l'événement, les équipes qui l'ont porté, ou la caisse locale peut être déçue. Donc il faut effectivement purger le côté affectif. Et puis après, il faut se donner des indicateurs de compréhension, il faut aller enquêter, il faut comprendre pour progresser. Et il y a une culture du progrès permanent, de l'amélioration permanente. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne bien? Comment on se structure pour organiser un événement? On a été, par exemple, il y a quelques mois, contraint à annuler un événement parce qu'on se rendait compte qu'on n'allait pas avoir suffisamment de monde. Oui, je me souviens d'ailleurs, et ça a dû être douloureux. La décision a dû être difficile. C'est forcément douloureux, mais à un moment donné, il vaut mieux annuler, comprendre, et puis avoir juste le dédit, plutôt que d'avoir un événement déceptif. Le coût a été plus financier qu'humain, en interne? Le coût de cette annulation d'événement? Le coût est humain tout de suite, parce qu'il y a ceux qui s'en sont occupés qui sont forcément très déçus. Et après, le coût après est financier. Et le DG n'était pas forcément content? On est toujours déçu quand on est contraint d'annuler un événement auquel on croit. Il y a eu des explications de texte en interne? Oui, mais les explications, elles ne sont jamais dans la défiance, elles sont toujours dans la bienveillance pour comprendre. C'est pour dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Pourquoi on a été contraint d'annuler? On arrive presque au terme, Nicolas Denis. Une dernière question qui est relative au recrutement. On le sait, le recrutement change. On passe beaucoup du savoir-faire au savoir-être quand on écoute les candidats, qu'on les reçoit pour un éventuel job. Est-ce qu'au Crédit Agricole, on a mis en place, ou on commence à mettre en place, par exemple, des questions sur l'échec? Parce que depuis des décennies, les candidats qu'on reçoit, on leur parle de leur parcours, on leur demande tout ce qu'ils ont réussi. Est-ce qu'on en viendrait finalement à questionner les candidats sur leurs échecs? Tout ça pour faire écho à la remarque tout à l'heure à l'entrée de la salle d'une personne, elle s'appelle Laurence d'ailleurs je crois, qui nous a dit c'est vachement bien de parler de l'échec. Un peu à l'américaine en fait. Alors à ma connaissance, dans les entretiens de recrutement on commence et on le fait de plus en plus. Si je prends mon cas personnel quand je suis amené à recruter en l'occurrence des dirigeants, donc membres de l'équipe de direction, je pose toujours cette question-là et j'insiste toujours pour que effectivement on me donne des exemples où je comprenne comment mentalement le candidat
Qu'est-ce qu'il en a tiré? travail, Quelle expérience? Quel rebond aussi? Et c'est particulièrement Donc je pense que intéressant. c'est indispensable. Et puis, il y a sans doute l'idée que lorsque l'on exige toujours la performance de ces équipes et toujours le succès, peut-être quelquefois, on les prive d'initiative. Quelquefois, certains pourraient dire « Oh là, je ne vais pas trop me fatiguer parce que si ça foire, finalement, je vais avoir le DG sur le dos. » Excusez-moi, je parle un peu simple, mais c'est quand même ça. Vous touchez du doigt un point, par exemple, qui remonte beaucoup dans nos discussions avec les collaborateurs, c'est ce fameux droit à l'erreur, hein, qui est quelque chose qui revient très régulièrement. Et la façon, effectivement, dont on décontracte les collaborateurs, on les incite à expérimenter, on les incite à innover, et du coup, par définition, il y a des choses qui marchent plus ou moins bien à chaque fois. Et donc, on étudie pourquoi ça a moins bien fonctionné avec eux et comment, du coup, en tirer des leçons. Bon, écoutez, merci de votre naturel, de votre sincérité dans les réponses à ces questions. Je vous propose maintenant de regarder cette caméra qui est la vôtre pour nous faire une suggestion. C'est traditionnel, on termine toujours notre format J'ai rendez-vous avec de cette manière. Qui verriez-vous à votre place prochainement? Donc je pense à Jean-Baptiste Santoul, qui est le directeur général de Ferrero France. Oui, et pourquoi? Pourquoi? Parce que dans son métier, et en particulier récemment, il a eu effectivement des moments difficiles et c'est me semble-t-il, intéressant à partager. Oui, il a certainement des choses à nous dire dans ce domaine, effectivement. Voilà, vous regardez, Nicolas Denis, toujours cette caméra, et puis vous vous adressez au prochain invité de J'ai rendez-vous avec, c'est Pierre-Marie Soula, dirigeant de la brasserie Ragnar. La question que vous lui posez, que vous avez envie de lui poser, quelle est-elle? J'ai envie de lui poser pourquoi il a eu cette idée de créer une brasserie viking, sortant d'études brillantes et voilà, qu'est-ce qui l'a conduit à cette belle idée et qu'est-ce qu'il du coup prévoit de faire puisque cette brasserie est tout juste naissante. Voilà, et bien écoutez, vous nous suivez, tant mieux, dans les prochains mois, vous verrez, à n'en pas douter, la réponse de l'invité à la question de Nicolas Denis. Merci beaucoup encore Nicolas Denis pour cet exercice qui est un peu inhabituel, mais je pense qu'il a de plus en plus son intérêt dans notre façon de voir les entreprises et de voir peut-être l'économie tout entière. Et puis merci également à Ludivine Bunel qui est la responsable d'édition chez Now Coworking pour la préparation de cette émission. Merci évidemment aussi à Adrien Pulby, notre réalisateur, et merci au public. À bientôt pour un prochain J'ai rendez-vous avec Now Coworking PNTV.